écouter quand une espèce d'ambiance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Il sera d'ailleurs le dernier, mais le dernier de la saison, rassurez-vous, puisqu'on va se retrouver au mois de septembre. Cela dit, ce soir, nous allons nous intéresser à ce continent mère, qui est l'Afrique. Alors l'Afrique, vous le savez, les analystes et les économistes actuellement disent que l'Afrique sera l'avenir du monde. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui face à un enjeu majeur qui est investir dans la dynamique de croissance en Afrique et réussir du fait la vraie intégration économique et le réel essor culturel et humain donc dans ces pays africains. Vous l'avez compris, Diasporama ce soir est placé sous le thème Diaspora au cœur de l'africanité. Et pour développer ce sujet, nous avons convié pour vous ce soir Madame Wreda Bram Zouareg. Bonsoir Madame, bienvenue à vous. Alors Madame Zouareg, vous êtes responsable, directrice commerciale du Centre national de l'innovation pédagogique qui est implanté à Paris. Vous êtes par la même occasion consultante à l'Institut international de la gestion des conflits dont le siège se trouve au Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Parmi nous également Monsieur Zohir Houaoui, bonsoir à vous. Alors vous êtes directeur commercial d'Air Algérie. Avec vous, nous allons parler un petit peu de la stratégie d'Air Algérie et aussi les réseaux qui sont offerts pour les voyages vers les pays africains. Parmi nous ce soir également docteur Ibrahim Zitouni. Alors bonsoir à vous. Bonsoir, vous madame. par contre vous venez tout droit du Mali. Alors le Mali que vous connaissez très bien et puisque vous y êtes installé depuis 2000, ça vous fait déjà 18 ans d'expérience et d'essor et surtout de réussite au Mali. Vous êtes président de l'université de gestion et développement durable que vous avez vous-même installée. Nous allons parler de votre université dans un petit moment. Donc nous allons parler de cette Afrique ce soir. Alors, docteur Zitouni, nous allons commencer par vous. Ça fait 18 ans, comme je l'ai dit, que vous êtes au Mali. Parlez-nous un petit peu de votre choix, déjà du Mali, votre parcours, vos débuts et surtout de votre success story dans ce pays. Bonsoir, madame. Permettez-moi d'abord de remercier Canal Algérie pour son invitation, ainsi que les membres de votre entité, qui est la radio et la télévision algérienne, parce que pour moi, c'est une surprise qu'on m'invite pour parler de ma réussite. Donc, je suis au Mali depuis exactement le 31 mai 2000. Je suis parti là-bas, j'étais un fonctionnaire. Ensuite, j'ai décidé de faire, en quelque sorte, les affaires. Et j'ai commencé d'abord par être, en 2008, en tant que consultant. J'ai travaillé le consulting avec mon associé, qui est mon meilleur ami, c'est un Malien, que j'ai fait sa connaissance depuis 18 ans, et on est toujours dans les affaires. Ensuite, on a créé notre premier institut d'enseignement supérieur qui s'appelle Vito, l'Institut Vito. Et en 2010, on a créé le lycée fondamental, ainsi que le lycée technique et professionnel Vito. Ensuite, j'ai retourné vers les études où j'ai présenté mon master dans les côté géologique, où j'ai fait un master sur le bassin de Taoudini. Vu que le Mali, c'est un pays qui est très vaste et qui a aussi les frontières avec l'Algérie, et que c'était des recherches pétrolières, donc je me suis intéressé à ce domaine-là, et j'ai présenté une thèse de master concernant le bassin de Taoudini, le pétrole et les sociétés pétrolières. Et puis, après ça, j'ai commencé à faire d'autres activités commerciales. Parmi elles, j'étais un master en Orange. C'était avec la téléphonie, où on vendait les cartes prépayées téléphoniques en tant que grossiste et avec des shops Orange. Et avec, comme disent les Maliens, à la grâce de Dieu, en 2013, j'ai pu avoir mon doctorat. Mabrouk. Merci beaucoup. Et le doctorat, c'était du côté environnemental. C'était en sciences de gestion, de développement durable et l'énergie solaire. Et donc, comme j'étais au Mali, ça fait presque 18 ans, j'ai dit pourquoi ne pas faire quelque chose pour l'Afrique. Et ma thèse était orientée sur le développement de l'Afrique, en général, et en particulier sur le Mali, et sur la relation qu'a le Mali avec l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est vrai que le Mali, c'est le relais entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, vu la position géographique. La position géographique, oui, il est devenu même un hub, un certain temps, du côté touristique. Et maintenant, dès qu'il y aura la stabilité
du Mali et avec les projets qu'on va essayer de faire dans le cadre des énergies renouvelables, énergie solaire, réellement, le Mali deviendra un hub énergétique. Ensuite, en 2016, j'ai créé ma propre université. C'est l'université privée de gestion et de développement durable, dont je suis le président. Et je suis content d'avoir fait cette chose-là. La chose qui m'a poussé de créer une université, quand j'étais enseignant et quand j'encadrais mes étudiants, c'était un bonheur. Surtout les étudiants qui faisaient le master et faisaient la licence, quand je les encadrais, je voyais que j'apportais quelque chose de positif. C'est pour ça que l'enseignement reste un métier noble. Quand même. Ça nous permet en fait de donner ce que nous avons et surtout d'échanger. Oui, malgré que j'ai l'autre casquette en tant qu'homme d'affaires, mais je préfère de loin être un enseignant. Parce qu'un enseignant, on est obligé de donner tout ce qu'on a. Le savoir avec amour, pas seulement le savoir. Et c'est ça qui m'a aidé. Surtout mon premier étudiant qui a eu son master, c'était un Tchadien. Et donc j'étais vraiment fier d'avoir participé à faire quelque chose de positif pour l'Afrique. Et toujours donc dans cette optique de l'échange et du partage, Madame Braham Zouareg, vous avez vous-même pris part au premier forum des diasporas qui s'est tenu au mois de juin dernier à Paris. Alors quel est votre regard par rapport à cette diaspora et surtout son implication dans le développement de leur pays d'origine ? Alors, moi, le ressenti que j'ai eu lorsque je suis allée au Forum des diasporas africaines le 23 juin dernier au Palais des Congrès à Paris, le ressenti que j'ai eu, c'est qu'il y avait une demande très importante. Nous étions plus de 2800 participants. Une demande importante de, de venir chercher des outils quant au comment faire pour apporter toute cette richesse au pays d'origine. Et en fait, une demande de structuration de ces diasporas. Alors, vous êtes directrice commerciale, comme on disait tout à l'heure, du Centre national de l'innovation pédagogique qui se trouve à Paris. Alors, parlez-nous un petit peu de ce centre. Quelles sont les missions et les objectifs de ce centre ? Alors, c'est un centre de formation pour adultes qui a une particularité par rapport à un centre de formation classique, c'est que nous, on utilise les neurosciences. Et on a une méthode pédagogique qui a été certifiée, qui s'appelle NAPI, qui veut dire... excusez-moi, j'ai un trou. Neuro-assimilation pluri-intelligence. On utilise les 8 intelligences, contrairement à l'éducation nationale qui en utilise que 2. Allez-y. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de voir là en image ? Vous pourriez peut-être commenter les images. Alors voilà, ça c'est une présentation du Centre national de l'innovation pédagogique. Donc notre méthode a un format particulier, c'est qu'on commence par du e-learning, c'est-à-dire que l'apprenant reçoit ses cours. Qu'il peut faire à son rythme. Ensuite, on le récupère en upskilling, c'est-à-dire en présentiel. Et là, on est en interrelation. Et ensuite, on finit avec une période de coaching sur 3 mois. Bien évidemment, tout au long du processus, il y a des évaluations avant, pendant et après. Donc l'intérêt d'utiliser les neurosciences, c'est que l'apprenant a un taux de rétention 7 fois plus important que sur une formation dite classique, grâce à nos contenus qui sont élaborés par nos chercheurs, puisque nous avons un comité pédagogique et scientifique, et tous nos intervenants sont des professionnels. Voilà, pour notre organisme de formation. Et l'idée, ce serait de venir apporter toute cette expertise, ces compétences en Afrique et en particulier en Algérie, puisque c'est la terre de mes aïeux et que j'ai à cœur de vouloir apporter quelque chose à l'Algérie. Et ce sera en projet ? Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. La particularité aussi de notre organisme de formation, donc on a un catalogue de formation qui est assez étoffé, mais en plus on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises durables. Mais sinon déjà au niveau en France, puisque vous activez un petit peu partout en France, pas rien que Paris, alors quel est votre rapport pour la diaspora africaine d'une manière générale en France ? Alors, en France, oui, si. La diaspora, d'une manière générale. Alors, notre idée du CNIP, c'est qu'on puisse apporter cette expertise ici, localement, de manière à ce que les gens ici puissent apprendre à faire et à reproduire, à dupliquer, afin d'éviter les fuites vers justement les pays extérieurs. Donc notre idée, c'est de venir apporter nos compétences, les adapter aux us et coutumes locales,
puisque notre manière de faire, elle est très spécifique, française. Et l'idée, c'est d'apporter de l'interculturalité, de manière à ce que, ici, localement, on puisse dupliquer et transmettre au niveau du peuple algérien. Alors, docteur Zitouni, justement, à travers votre université aussi, vous avez des projets pour l'Algérie prochainement? Oui, il y en a beaucoup de projets. Parmi elles, nous souhaitons que notre université, elle joue le rôle d'un pan culturel et scientifique. Et il y aura aussi le transfert technologique entre les universités algériennes et notre université. C'est pour ces raisons-là que l'année passée, nous avons envoyé une correspondance pour le ministère de la tutelle, par le biais de l'ambassade d'Algérie à Bamako, en leur demandant et sollicitant la participation et le partenariat avec 2 universités algériennes. Et là, nous sommes justement en train de découvrir quelques images de votre université. Oui, ça c'est la première université qui s'appelle Institut supérieur Vito S, qu'on a créé en 2008. Et là, c'est le partenariat avec la faculté de Sousse, de gestion et de développement administratif. D'accord. Et nous sommes en train aussi de faire des partenariats avec des universités américaines, celle d'Atlanta et celle de Washington DC. Vu que j'ai aussi un professeur avec moi qui est le chef de département de l'informatique, ce n'est autre que le professeur Mamadou Haïdara, qui est malien. C'est un professeur agrégé en informatique, niveau de décryptage. Donc, c'est par son biais qu'on est en train de faire les connexions afin d'avoir de partenariats avec les universités américaines, vu que nous-mêmes, nous enseignons en français et en anglais. Le programme qui est fait dans le cadre du système LMD. Et nous sommes la seule université au Mali qui est en train aussi de faire ce qu'on appelle les finances islamiques. Et les finances islamiques... Les finances islamiques comme processus universitaire? Comme processus universitaire, c'est une filière qu'on est en train de la faire en français et en anglais. D'accord. Et donc, vous disiez que vous aviez aussi des projets pour l'Algérie, que vous avez fait donc des correspondances avec des universités algériennes? Oui, avec des universités algériennes. Ça fait 1 année et j'attends jusque maintenant la réponse. Je souhaiterais que ça va aboutir à quelque chose afin qu'on aura pas seulement des relations diplomatiques avec le Mali, mais avoir des relations intellectuelles, des relations scientifiques où l'université de gestion et de développement durable soit le pan ou bien l'intermédiaire et la connexion où avec l'Algérie, avec ses facultés et ses universités, puisse s'étendre vers l'Afrique subsaharienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 1280 km de frontières avec le Mali. On peut faire beaucoup de belles choses. On peut faire énormément de choses positives. Et justement, l'Algérie offre des bourses, il faut le dire, aux étudiants généralement africains. Et ces étudiants, donc, ils bénéficient ici en Algérie des études supérieures au niveau des universités algériennes. Fella Bennour a rencontré quelques étudiants africains qui par contre, eux, bénéficient de leur formation au niveau de l'École nationale d'administration. Et donc, alors Fella s'est rendu dans cette école. Et cette école, justement, elle a vu naître et elle a vu être formée plusieurs hommes politiciens africains qui ont fait donc beaucoup de belles choses au niveau de leur pays. Donc c'est une école qui existe depuis un bon bout de temps et elle continue justement à former non seulement les Algériens mais aussi la diaspora africaine. Fella Bennour a dressé ce reportage pour nous. Alors je vous laisse le découvrir, on se retrouve juste après. Ils sont aujourd'hui ministres, spécialistes en diplomatie africaine, enseignants-chercheurs ou tout simplement cadres d'État dans leur pays. Ils faisaient partie de ce qu'on appelle la section B de l'École nationale d'administration Moulay Ahmed Medghri d'Alger. Des élèves venus d'Afrique et qui n'hésitent pas à revenir sur les lieux quand l'occasion se présente. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, lui qui a bénéficié d'une formation durant 4 années, il n'a pas résisté à cette comment dirais-je, il avait cette nostalgie de revoir les lieux qu'il a fréquentés pendant 4 années. Créée en 1964, l'École nationale d'administration s'est imposée comme une nécessité pour répondre aux besoins d'une administration naissante. Sans négliger pour autant cette politique d'ouverture et de la coopération du pays adoptée depuis l'indépendance. Les relations algéro-africaines ont été donc mises en avant par cette école prestigieuse. Plus de 300 cadres originaires d'une trentaine de pays africains ont été formés, dont plus de 200 dans la filière diplomatique. Plusieurs d'entre eux appartenaient à la promotion 1995-1999, baptisée
unité africaine. Il dépasse les 350 diplomates africains. Mais il y a à peu près une trentaine de pays qui sont représentés, notamment le Mali, le Niger, la Guinée, le Tchad, le Mozambique, le Rwanda, le Burundi. Les diplomates africains, il y avait toujours 5 à 6 nationalités dans une promotion. En plus de la diplomatie aussi comme étude, mais et des grands spécialistes en protocole, en rédaction diplomatique, en relations internationales, etc., ils avaient aussi une matière obligatoire qui était la langue arabe dispensée dans un labo de langue. Ils avaient cette soif d'apprendre, on a constaté ça dès le départ, ils avaient cette soif d'apprendre. Et pour eux, être major de promo, c'est aussi représenter un pays. Sincèrement, je garde un bon souvenir. Depuis 2005, l'École nationale d'administration est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. L'accès à la formation d'une durée de 3 années est limité après un concours national aux diplômés de l'enseignement supérieur. Cette année, l'école a formé un élève venu du Tchad. Elle assure par ailleurs la formation de hauts cadres soudanais dans le domaine de la gouvernance locale depuis 3 ans. Voilà, donc c'était un reportage signé Fella Bennour et donc elle revient sur ces formations qui sont dispensées donc au profit de la diaspora africaine et aux étudiants africains aussi. Alors il faut dire, pour fructifier les relations algériennes et aussi africaines, il faut pour ça un pont aérien afin de faciliter bien entendu le déplacement des deux côtés. Pour cela, donc nous avons avec nous le représentant d'Air Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Alors rebonsoir à vous. Alors bien entendu, pour ce que je disais, faciliter un petit peu le déplacement de la diaspora, mais aussi faciliter aussi ces relations algéro-africaines d'une manière générale, il faut pour ça un pont aérien. Alors quelle est la stratégie d'Air Algérie justement pour mettre en place toutes ces lignes qui vont vers ces capitales africaines? Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour pouvoir exprimer un peu la stratégie d'Air Algérie pour ce qui est du marché africain. Donc, à l'heure actuelle, Air Algérie dessert pratiquement 6 destinations africaines, donc principalement Dakar, Abidjan, Niamey, Ouaga, Nouakchott et aussi Bamako. Donc, avec des fréquences qui avoisineraient une vingtaine de fréquences par semaine. Principalement, je dirais, c'est surtout sur Bamako et sur Dakar, où nous avons un flux de trafic assez important. Donc le but d'Air Algérie, c'est surtout depuis le renforcement de sa flotte depuis il y a de cela une année, à 2 ans. Donc nous pensons sincèrement à amplifier un peu justement ce pont dont vous faites signe, pour dire que l'avenir d'Air Algérie, ce serait aussi de développer ces axes et rendre l'aéroport d'Alger comme un hub. Donc, et plus particulièrement, ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie va être dotée d'une infrastructure très intéressante qui permettrait de pouvoir faciliter justement le transport via l'escale d'Alger de tous les passagers qui vont voyager avec Air Algérie, avec plus de commodité et plus de facilitation. Alors justement, nous avons eu quelques images qui étaient en train de passer au moment où vous parliez. Et il faut dire que lorsque notre caméra, voilà, donc nous sommes en train de découvrir les images. Alors il faut dire que lorsque notre caméra s'est déplacée au niveau de l'aéroport Ouali Boumedienne, donc pour voir un petit peu l'ambiance qui règne sur l'embarquement, j'ai envie de dire, vers les pays, vers les capitales donc des pays africains, nous avons rencontré beaucoup de transitaires. Donc en fait, compte l'Algérie ou Air Algérie aussi participe au fait compte à faire ce genre de relais entre les pays européens et aussi les autres pays africains. Oui, bon, c'est-à-dire, pour vous donner quelques indications, de janvier à avril, nous avons transporté plus de 35 628 passagers pour une offre qui dépasse en sièges, qui dépasserait les 70 000 sièges. Ça reste relativement pas important en termes de trafic parce qu'il faut déployer quand même toute une stratégie et il faudrait aussi qu'il y ait des facilitations qui viendraient encourager justement ce flux de trafic. Quel genre de facilitation? Les plus importantes, c'est de pouvoir disposer de facilitations d'infrastructures. On pense que l'aéroport actuel n'est pas adapté à ce type de trafic parce que c'est un aéroport qui répond beaucoup plus au transport de ce qu'on appelle le point à point et on arrive quand même à réaliser un chiffre intéressant
intéressant. Il faut savoir que pour cela, il faut adopter toute une politique de communication vis-à-vis justement de cette, comment dire, de cette population ou de ce type de passagers qui viendraient voyager via Alger. Il faut savoir que nous avons pratiquement plus de 20 vols par semaine. Donc, et là, avec l'avènement et l'arrivée de la nouvelle infrastructure, nous pensons améliorer cette performance avec, bien entendu, donc tout d'abord, il y a une stratégie de, comment dire, de renforcement des lignes existantes, parce que, bon, vous pouvez le constater que c'est surtout vers l'Afrique de l'Ouest, donc c'est là où nous opérons le plus. Et bientôt, il y a des études d'opportunité pour pouvoir ouvrir prochainement, on va dire d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, il y a une étude d'opportunité qui est en train de se faire. Alors on va revenir un petit peu à ces opportunités et puis les projets d'Air Algérie pour ouvrir de nouvelles lignes. Mais avant cela, nous avons rencontré, notre caméra donc au niveau de l'aéroport Ouali Boumedienne a rencontré certains voyageurs donc, qui ont pris Air Algérie en destination de certaines capitales africaines. Je vous laisse découvrir ces interviews, on se retrouve juste après. S'il vous plaît, embarquez-moi immédiatement d'Algérie 5318 à destination de Bamako et Abidjan. Porte numéro 26, merci. Et la dernière fois, au lieu de faire Alger-Dakar direct, ils nous ont fait passer par Nouakchott. Arrivé à Dakar, il n'y avait pas tous les bagages qui étaient arrivés, tout ça. Ça m'avait pas plu. Ouais. Et, mais sinon, non, aujourd'hui, ouais, franchement, ça se passe bien. On a été bien accueillis tout à l'heure et j'imagine qu'il y a eu des améliorations. Et puis moi, je préfère faire bosser les compagnies de mon continent que faire travailler les autres compagnies, quoi, tu vois, parce que si vous voulez, je suis trop panafricaniste, donc je pars dans ce sens, quoi. Mais il faut que aussi nous, on s'y retrouve aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Mais sinon, non, aujourd'hui, dans l'ensemble, ça va, tout va bien. C'est ma première fois avec Air Algérie, ça s'est très bien passé. Moi, comme j'ai dit, je ne suis pas exigeante du tout. Et j'ai fait une nouvelle rencontre en plus, parce qu'on s'est vu, on a fait le même vol jusqu'ici pour l'escale. Il part dans un pays différent du mien, mais ça a été. J'ai pas, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Les gens, ils ont été accueillants et corrects. Je connaissais pas les lignes qu'ils proposaient avant, on va dire les destinations qu'ils proposaient avant. Et moi, ça m'arrangeait bien. Et comme j'ai dit, le rapport qualité-prix, c'est parfait. Et je découvre un peu l'aéroport, même si je ne suis pas sortie. J'aurais aimé voir un peu plus. Mais la prochaine fois, en prenant un visa ou... Moi, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai sympathisé même avec des gens, des Algériens, du personnel de l'aéroport. Et ça a été. Et même lui, il est content de son expérience aujourd'hui. Et moi, ça me va très bien. Et courage à vous et continuez comme ça. Voilà, c'était donc quelques témoignages de certains voyageurs qui ont pris Air Algérie. Alors, peut-être un mot par rapport à ce qui a été dit ? Oui, je souhaiterais juste apporter une petite précision par rapport à la première intervention. C'est vrai que dans un passé, je vais dire, moyennement récent, Air Algérie opérait des vols avec des points. C'est-à-dire pour faire par exemple Alger-Dakar, certains vols passaient via Nouakchott, il y a de cela plus de 6 mois à une année. Et justement dans cette politique de renforcement, avant de penser à renforcer ou à ouvrir des lignes, on a pensé à mettre des lignes directes pour permettre aux voyageurs de ne pas avoir à passer par plusieurs destinations pour pouvoir arriver à leur destination finale. Donc le but de la manœuvre donc en 2018, donc pour le programme hiver, c'est de pouvoir déconnecter tous les vols pour avoir des vols directs. Donc au lieu d'avoir un Alger-Bamako-Abidjan, donc pour la saison prochaine, donc ça va être des vols directs sur Abidjan et des vols directs sur Bamako. Il y a un potentiel assez important. Et si Air Algérie devait opérer de cette façon-là, le monsieur a cité cette problématique de passer via Nouakchott, c'était beaucoup plus par rapport au fait que Air Algérie ne détenait pas tous les moyens et tout le potentiel en termes de flotte et aussi en termes d'équipage, de disponibilité d'équipage. Donc là, Air Algérie se trouve en meilleure position en termes de disponibilité de flotte, vu qu'il y a eu une acquisition en 2015-2016.
Et il y a eu un recrutement assez important de pilotes. Et là, on sera à l'aise pour pouvoir justement mettre en œuvre la politique commerciale qu'on souhaiterait faire sur ce continent-là. Alors toujours dans cette optique et dans l'optique donc gagnant-gagnant, Madame Zoraï, pensez-vous que l'Algérie doit encore intensifier sa coopération commerciale, universitaire et aussi culturelle avec les pays africains? Indéniablement. Clairement, oui. Clairement, oui. Oui, tout à fait. Comment justement l'Algérie pourra-t-elle atteindre cet objectif? C'est à moi que vous posez la question? Oui. Lourde responsabilité. Comment l'Algérie pourra-t-elle atteindre cet objectif? Eh bien, en fédérant peut-être sa diaspora, parce que moi, ce que j'ai retenu, je voudrais revenir sur le forum qui a eu lieu à Paris, c'est que j'ai retenu qu'il y avait beaucoup de projets très innovants, mais la problématique, c'était le fait de fédérer et d'agir derrière. Donc, il y a énormément de projets très intéressants sur toutes les diasporas africaines. Donc, c'est vraiment une problématique de tous les pays africains. Et aujourd'hui, il faut se poser la question du pourquoi et du comment fédérer toutes ces actions innovantes pour essayer justement d'apporter toutes ces belles expertises dans les pays d'origine. Ah ben voilà, et donc, en fait, la responsabilité de ma question a été bien prise. Voilà, c'est ça. Et je voudrais dire deux mots sur l'Institut international de gestion de conflits, qui, elle, fait de la gestion et de prévention, donc des risques, crises et conflits à travers 10 clés de l'intelligence négociationnelle. Donc voilà une nouvelle intelligence qui s'ajoute aux 8 autres intelligences du CNIP. Donc, moi, je vous invite à aller découvrir et l'intelligence négociationnelle de l'Institut international de gestion de conflits et les 8 intelligences du CNIP. Et je pense que si on arrivait à mettre son nez là-dedans et à s'imprégner des contenus et à les incarner, je pense qu'on peut faire avancer la machine. Alors, avancer la machine, justement, comment peut-on faire profiter la diaspora africaine et algérienne d'une manière spécifique, enfin, africaine d'une manière générale, algérienne d'une manière spécifique, justement, pour les faire profiter de de toutes ces intelligences qui, aujourd'hui, en fin de compte, représentent un petit peu l'avenir du monde? Alors, là-dessus, moi, je m'étais posé la question, et si vous permettez, je vais juste reprendre mes petites idées. Moi, l'idée, c'était suite à mon passage à Paris, c'était de lancer l'idée de la création d'une diaspora algérienne rassemblée et apaisée. Je tiens au mot apaisée. Parce qu'il faut dire quand même que la diaspora, d'une manière générale, elle est fragmentée. Ils ne sont pas tous, en fait, rassemblés ou répertoriés. J'ai envie de dire, il y a une liste où on connaît tout le monde, où tout le monde connaît tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je parle de rassemblement. Parce qu'à ma connaissance, il y a 3 types de diaspora. Une diaspora loyaliste, une diaspora militante et une diaspora invisible. Donc l'idée, c'est de rassembler ces diasporas, les apaiser, travailler sur la problématique du pourquoi de cette démarche, quel serait l'objectif de ce rassemblement, sachant que pour moi, encadrer ou rassembler les diasporas n'est qu'un moyen. Un moyen pourquoi? Pour favoriser l'essor économique de notre pays, l'Algérie, chercher la synergie des volontés pour un développement économique du pays, créer de la cohésion, et ça c'est très important, favoriser l'essor culturel du pays à l'international, avec des retombées économiques en matière d'investissement touristique et autres, développer l'éducation et la formation par le biais des dernières recherches, comme par exemple en neurosciences, et là je prêche pour ma paroisse. Et ensuite, développer, croisement des expériences nationales et internationales, donc les diasporas, et mettre le focus sur les témoignages pour booster l'ambition de notre jeunesse algérienne. Voilà, et donc pour cela, à mon sens, il faudrait créer une fêtière qui rassemblerait les différents comités régionaux de la diaspora en France, puisqu'il y en a un peu partout sur le territoire français, inviter des personnalités issues de secteurs de l'éducation, technologie, culture, économie, scientifique, religieuse et politique, pour avoir une démarche très concrète
le fait d'identifier ces acteurs. L'idée, ce serait de travailler sur l'émergence de cette fêtière, des fêtières, sur les objectifs, l'organisation, le modèle économique, la gouvernance et enfin le fonctionnement structurel. Alors justement, dans l'optique de ce que vous êtes en train de nous dire, de partager avec nous, quelles sont les mesures à mettre en place pour fédérer toute cette diaspora, sachant que la France est pratiquement le pays qui recense j'ai envie de dire, le nombre le plus important de diaspora algérienne particulièrement. Oui, on est à peu près 4 millions, il me semble, sur 6 millions d'étrangers. 4 millions recensés. Oui, oui, recensés. Voilà. Donc, je pense qu'il appartient aux autorités de lancer l'idée du rassemblement. Alors, docteur Zitouni, justement, quelles sont les mesures aussi à mettre en place pour renforcer la coopération universitaire et la recherche scientifique entre l'Algérie et les autres pays africains, le Mali notamment, du moment que vous y êtes? Bien sûr. Sans oublier que l'Algérie est chef de file. Sans oublier que l'Algérie est le chef de file diplomatique pour l'Afrique. Donc pourquoi ne pas faire aussi de l'Algérie un chef de file de transfert technologique? L'Algérie a la capacité pour être un chef de file conducteur de recherche scientifique en Afrique subsaharienne en général et au Mali en particulier. Et c'est pour cela j'invite même les hommes d'affaires algériens à venir à investir au Mali. Le Mali, c'est un terrain qui est vierge. Le Mali a besoin de se développer. Et il faudra penser maintenant à une coopération réellement sud-sud. Pas seulement intergouvernement, mais aussi inter-université et inter-hommes d'affaires. Le Mali a besoin beaucoup de gens. Il a besoin des hommes d'affaires. L'Algérie a ses potentialités. Elle existe. On a beaucoup d'hommes d'affaires, d'industriels qui sont en train de travailler dans ce sens-là. Alors pourquoi ne pas venir y faire une représentation d'un comptoir commercial au Mali, de telle sorte que nous puissions s'étaler en Afrique de l'Ouest, comme sont en train de faire des pays voisins pour l'Algérie, qui sont dans la téléphonie mobile, qui sont dans le système bancaire, qui sont dans les autoroutes, le BTP, sauf l'Algérie. Pratiquement les domaines stratégiques du pays. Oui, domaines stratégiques. Donc ils sont devenus des valeurs ajoutées au développement de Mali et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, docteur, la diaspora africaine rapporte beaucoup sur le plan financier, j'ai envie de dire, et sur le plan investissement pour leur pays. Comment peut-on profiter de ce genre d'expérience pour les appliquer en fin de compte et profiter de la diaspora et de la relation bilatérale entre le pays d'origine et la diaspora qui se trouve à l'étranger? Voilà, je donne un exemple. Le Mali, sa diaspora, elle est comme la diaspora algérienne. La majorité, elle se trouve à Paris. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ça, c'est des sources officielles de le Fonds monétaire international, le FMI, où ils disent que la diaspora malienne contribue au développement de leur pays par le rapatriement de leur argent, qui a une valeur de 900 millions de dollars chaque année, qui rentre au pays. Donc la diaspora, elle participe au développement de son pays. C'est une valeur ajoutée. Maintenant, la question que je me pose, moi, en tant qu'un immigré, parce que je vis au Mali, comment on peut faire pour développer l'Algérie dans ce sens-là? Les Maliens, qui n'ont rien du tout, ils transfèrent leur argent dans leur pays, ils contribuent au développement de leur pays. Alors comment la diaspora algérienne pourra faire pour participer au développement de l'Algérie? Ça, c'est une question qui est pertinente. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Oui, ça peut se faire facilement. Et ça peut se faire par la première des choses, par un transfert technologique. Il faudra créer plusieurs universités, comme une IGDD, au Mali et en Afrique de l'Ouest. Il faudra d'abord imprégner ces pays-là de la mentalité algérienne et de la culture algérienne et du transfert technologique. C'est avec cela que nous pouvons ensuite dire aux Algériens de ramener leur argent au pays. Parce que les Maliens, ils ont des sociétés en France. Les Maliens, ils ont des usines en France et ailleurs. Donc, ils préfèrent que le transfert de leur argent soit dans leur pays parce que c'est une assurance pour eux et pour leur famille. C'est pour cette raison que j'ai dit tantôt, j'invite tous les investisseurs algériens
à venir y investir en Afrique de l'Ouest, et en particulier au Mali, parce que le Mali, ça deviendra le hub et la porte pour s'étaler vers l'Afrique. Maintenant, si nous voulons réellement, je veux le dire en toute franchise, si nous voulons réellement rester un pays fort et un pays leader de l'Afrique, il faudra penser à investir en Afrique. Il faudra impérativement une coopération sud-sud. Oui. Maintenant, on ne peut plus investir en Europe ou bien aux États-Unis. Ce sont des marchés saturés. C'est des marchés saturés. Ils ont plus de technologie que nous. Ils sont mieux outillés que nous. Par contre, le terrain vert, c'est l'Afrique. L'Afrique, elle n'a rien du tout. Elle attend seulement que les Algériens viennent investir. On a beau de faire des commissions mixtes, interpays et tout ça gouvernemental, mais il faudra passer maintenant à une vitesse supérieure où les hommes d'affaires doivent prendre leurs responsabilités et venir y investir en Afrique. Ce qu'a fait Air Algérie, c'est bien. Elle a outillé la diaspora algérienne, y compris les Africains, pour faire ces transferts-là et ces déplacements. Alors pourquoi ne pas en profiter de cette flotte qu'on a et d'amener aussi les hommes d'affaires à aller et investir en Afrique? Très bien. Alors ça, c'est vraiment un volet économique duquel nous sommes en train de parler, mais il y a aussi un autre volet qui est très important et très intéressant par rapport à l'Afrique, qui est le volet culturel, n'est-ce pas, Madame Zouareg? Donc, comment peut-on, encore une fois, avoir cette coopération sur le plan culturel entre l'Algérie et l'Afrique, puisque l'Afrique, quand même, recèle des richesses culturelles et une grande civilisation, en fait, compte de ce continent mère, j'ai envie de dire. Peut-être en mettant en place une nouvelle gouvernance éthique et responsable. Allez-y. Donc, et puis peut-être en donnant un petit peu plus d'envergure et de parole aux diasporas. Donc créer une espèce de task force, pardon. Voilà, donc donner un peu plus d'impact aux diasporas. Alors, dans votre parcours, j'ai envie de dire, dans vos actions pour la promotion donc, de l'Algérie, quelles sont les différentes actions que vous faites pour la promotion de la culture algérienne? Alors, au niveau associatif, moi je sais que concrètement, j'ai mis à l'honneur la thématique du mariage en Algérie, oui, puisque pour moi c'est un thème transversal qui fait appel à la vie, à la joie. Donc ça me permettait, à travers ce thème transversal, de mettre à l'honneur tout l'aspect culturel, gastronomique, historique des différentes régions en Algérie. C'est un projet qui a été très bien accueilli par la population aussi bien franco-française que franco-algérienne. Donc en fait, ça passe essentiellement par des projets de type associatif. Et justement, du 5 au 8 juillet dernier, la ville de Quinqueville, justement, a abrité le Festival des continents. Donc c'est un festival qui a réuni plus de 15-17, je crois, pays africains qui ont exhibé un petit peu la culture de l'Afrique. Et le pays d'honneur donc de cette festivité était l'Algérie. Afef Belhouchet était sur place à nous adresser donc cette couverture. Je vous propose de la découvrir. On se retrouve juste après. C'est sous le ciel versatile normand que ces artisans venus de 27 pays africains installent leur stand quelques heures avant le coup d'envoi du Festival des continents à Quinqueville, qui consacre sa première édition à notre continent. Berceau des civilisations, transformant ainsi cette ancienne fortification militaire en un lieu de dialogue interculturel. On a laissé à chaque État africain de décider de la meilleure des manières de s'exprimer et de présenter son patrimoine culturel dans le cadre évidemment non seulement du patrimoine culturel uniquement africain, mais également français et particulièrement normand. Évidemment, d'en sortir avec ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'abord la réorganisation du mieux vivre, la meilleure connaissance de l'autre dans la diversité. Une initiative appuyée et nourrie par beaucoup d'États africains ainsi que par le groupe africain de l'UNESCO. Et c'est l'Algérie qui ouvre le bal des festivités aussi bien en musique qu'en conférence, puisque la première fut consacrée à la route transaérienne, tandis que d'autres thèmes autour de notre patrimoine immatériel seront mis en lumière. Le Festival des continents est un événement de grande importance. Il va être marqué, comme vous avez pu le constater, par des expositions permanentes, par des expositions temporaires et aussi par une série de conférences. Donc nous, en tant que représentants du gouvernement algérien, nous sommes aussi venus pour expliquer
lors des conférences qui sont programmées, les vertus de notre patrimoine culturel dans leur portée africaine. De même que ce festival a bénéficié du soutien logistique du ministère de la Culture par le biais de l'OREF, sachant que l'idée de ce festival prend ses racines dans une autre expérience, en Algérie cette fois-ci, où son créateur avait créé le festival de Djoua. Le ministère de la Culture a contribué par la mobilisation d'un matériel de sonorisation, d'éclairage, d'un panel d'experts qui a fait le déplacement pour un certain nombre de conférences, d'expositions. Disons que nous avons gagné un capital de confiance parce que le ministère de la Culture nous avait vus à l'œuvre à Djoua. Mais cette contribution est d'abord une contribution politique, un engagement fort, un courage. De son côté, l'Afrique a choisi le Japon comme invité d'honneur. Ainsi, le public a pu déguster de l'art culinaire japonais sous cette tente touareg bien de chez nous, tandis que dans ses alvéoles, le dialogue des cultures semble déjà bien entamé. Voilà, donc c'était donc le festival des continents qui a eu lieu à Quinqueville du 5 au 8 juillet dernier. C'est Afaf Belhouchet donc qui a fait la couverture pour nous. Alors c'était un festival quand même qui était très représentatif, vous ne trouvez pas? Oui, carrément, oui. Qu'est-ce que vous pouvez Oui, nous dire représentatif de la culture algérienne et en particulier... C'était pays d'honneur, l'Algérie, cette fois-ci. Absolument. Chose qu'on a fait, nous aussi, à Lille, dans le nord de la France, où on a mis à l'honneur l'Algérie, et en particulier en 2003. Voilà. Alors, docteur, vous avez reconnu, j'imagine, beaucoup d'exhibitions, beaucoup de folklore que nous avons vu ici, qui vous sont très familiers, en fait. Oui, qui sont très familiers, c'est de ma région et tout ça. Et je souhaiterais qu'on aurait aussi pu faire ces festivals-là au Mali, pourquoi pas, où l'Algérie sera aussi l'invité d'honneur. Donc, il faudra transporter notre culture. Il ne faudra pas la laisser ici. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le transfert technologique. Parce qu'avec le transfert technologique et des sciences, il y a aussi le transfert des cultures qui vont tous marcher ensemble de telle sorte qu'on va rehausser l'image de l'Algérie. Alors, Monsieur Houaoui, quelles sont les prochaines lignes qui seront ouvertes en destination des autres pays africains? Donc en plus des 6 destinations existantes et qui vont être renforcées dès octobre 2018, nous prévoyons l'ouverture de la ligne sur le Libreville, Douala et N'Djamena. Donc il y a des études d'opportunité pour pouvoir justement prévoir l'ouverture de ces lignes-là avec des fréquences qui varieraient entre 3 fréquences généralement et à 2 fréquences pour certaines. Tout dépendra du potentiel et tout dépendra de ce que l'analyse économique devra définir. Donc pour ce qui est d'Air Algérie, c'est un volet très important pour nous. Je rappelle aussi que Air Algérie, justement par rapport à ce que vous disiez au plan économique, nous sommes là pour, comme l'avait dit le professeur, que Air Algérie est un outil, donc un outil économique pour les opérateurs justement, pour qu'ils puissent être développés l'économie algérienne aussi, et africaine, pourquoi pas, dans les deux sens. C'est que Air Algérie va recevoir très prochainement, peut-être d'ici une quinzaine de jours, 10 jours plutôt, un avion de type Boeing 737-800 qui a été converti en tout cargo. Parce que lorsqu'on parle d'économie, il faut parler aussi d'échanges commerciaux entre les pays. Et là, on aura un bel outil. C'est un avion de capacité de plus de 24 tonnes. C'est un avion qui était en passager, en version passager, et qui a été reconverti en avion tout cargo avec une capacité très appréciable de 24 tonnes. Et ça permettrait sans doute à l'économie algérienne et les économies africaines de pouvoir faire les échanges pour peu que les opérateurs puissent consolider un peu les flux de trafic vers ces destinations-là. Donc je pense que ça c'est une bonne nouvelle aussi pour nos opérateurs économiques qui souffraient à chaque fois de la problématique transport. Et là, je pense que ça pourrait servir notre économie de développement pour ce qui est du fret aérien, donc de et vers les destinations africaines. Et pourquoi pas aussi créer un trafic de hub, donc s'il y a des besoins de transport de l'Europe vers l'Afrique, passer via Alger serait aussi une opportunité pour les opérateurs africains qui voudraient justement disposer de cet outil-là. Alors justement, le nouvel aérogare ou le nouvel aéroport qui va être ouvert très bientôt,
vous offre aussi cette opportunité en fait d'élargir plus ces échanges et avoir un pont aérien assez conséquent. Tout à fait, notamment pour le transport de passagers. Comme vous l'avez vu, offrir une qualité de prestation, c'est-à-dire au niveau du transit, parce que c'est des voyageurs qui viennent un peu partout. Donc Air Algérie dessert pratiquement, elle dispose pratiquement plus de 50 lignes sur la France. Et donc nous allons axer principalement sur l'axe principal qui est Paris-Alger, Lyon-Alger, Marseille-Alger. Les provinces aussi, c'est une opportunité. Donc au lieu qu'un passager africain va aller jusqu'à Paris pour pouvoir redescendre ensuite avec même si c'est un vol direct, l'idéal c'est qu'il puisse faire directement. Il ne faut pas oublier que Alger quand même a une position géostratégique très intéressante où elle permettrait justement d'accéder à ces destinations le plus facilement possible. Donc ça c'est le point le plus important. Donc ça constitue une opportunité. Le fait d'avoir maintenant une nouvelle aérogare, donc ça va certainement permettre à ces passagers de pouvoir transiter dans de meilleures conditions. Et il faut à cela rajouter les formalités qu'il faudrait certainement assouplir en faveur de ces qualités de passagers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils font déjà un transit, donc il faut leur rendre leur voyage le plus court et le plus agréable possible. Donc là, si on aurait justement des facilités pour améliorer aussi les conditions d'obtention de visa, comme l'a mentionné la dame, parce que généralement les trafics de hub, ce sont des trafics qui sont liés principalement à une capitale ou à une destination. Donc les gens vont venir prochainement, pourquoi pas, ils viendront à Alger, passer quelques jours et continuer leur transit, voilà, leur voyage. Déjà développer un petit peu le tourisme en Algérie, avoir plus de touristes et par la même occasion donc faciliter le transport. Alors docteur Zitouni, on vous considère comme une véritable chenille ouvrière, donc vous n'arrêtez jamais. Et là vous êtes sur un autre projet, mais sur le plan social cette fois-ci, toujours au Mali. Oui, nous sommes sur un projet de logements sociaux qui s'appelle Plan Project Sala, c'est en anglais. C'est un projet de construction de 42 400 logements à caractère social. Là, nous avons les images donc, qui concernent votre projet. Oui, c'est un projet dont je suis le directeur exécutif de ce projet et le conseiller spécial du holding qui s'appelle le MIH. Ce holding, c'est Milestone International Holdings, avec une société malienne qui s'appelle Somafa. Donc on est en train de faire ce projet-là et le démarrage, le lancement de ce projet, ça sera après les élections présidentielles qui vont se présenter ici au Mali le 29 juin. Donc nous attendons seulement la proclamation des résultats présidentiels et nous allons attaquer ce projet. C'est un projet plus ou moins faramineux. C'est toute une ville. On le voit, c'est toute une ville, qui est constituée de à peu près 300 000 habitants et avec toutes les infrastructures nécessaires. Les hôpitaux, les hôtels 4 étoiles, avec 2 centres à usage commercial. Plus, il y aura une partie de ces logements, que c'est des logements, ce qu'on appelle collectifs, sous forme des immeubles de R+3, rez-de-chaussée plus 3 étages, qui sont au nombre de 16 000 appartements, et des villas individuelles, qui sont de 26 000 villas, et qui seront à la portée du cadre moyen malien, afin qu'ils puissent jouir d'une véritable vie de bonheur, parce que ce projet, il est situé sur les berges du fleuve de Niger. Donc vraiment... Donc ça serait un endroit paradisiaque, de telle sorte que le Mali réellement soit un pays développé et une vraie capitale. Et puis vous qui êtes dans le développement durable aussi, donc ça va créer un véritable écosystème dans le... Oui, dans le projet, c'est un projet qui est basé sur le développement durable et tout le respect de droits environnementaux avec toutes les certifications nécessaires. Madame Zouarek, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, on parlait d'échange et de partage des technologies, mais je souhaiterais aussi rajouter le partage et l'échange des compétences. Et c'est ce que le CNIP se propose de faire en ma personne. Donc moi, j'aimerais vraiment apporter nos compétences en Algérie pour justement rendre les acteurs algériens plus autonomes et plus responsables. Alors docteur, je reviens à vous. Vous êtes toujours dans le partage et toujours dans cet amour du partage et cet amour de l'enseignement. Alors vous avez édité un livre. Alors là, vous partagez encore une fois votre expérience au Mali. Alors le livre, c'est l'énergie solaire et développement durable, le cas du Mali. Alors ça, c'est une adaptation de votre thèse de doctorat. Vous pourriez nous en dire plus? Oui. Et, comme je vous dis, parce que j'ai fait la première fois ma thèse de master, c'était sur le Mali, sur le nord, où c'était la problématique des énergies fossiles. Vu qu'il y a eu le problème de rébellion au nord du Mali, donc ma thèse de doctorat était orientée
sur les énergies renouvelables, les énergies qui sont sur la Terre, pas sous terre. Et j'ai dit, puisqu'on a le soleil, le Mali, il a la caractéristique qui se trouve, ce qu'on appelle en anglais, sur la Sunbelt, la ceinture solaire, où il y a les radiations solaires très très élevées. Les deux positions qui sont réellement très élevées de la radiation solaire, c'est le sud algérien et le nord du Mali. C'est une plaque qui est spécifique, avec une certaine irradiation solaire qui dépasse même les 2300 kWh par mètre carré par an. Ça veut dire que c'est immense. Et là, nous pouvons construire des centrales solaires. Ces centrales solaires, ça sert à quoi? C'est l'énergie du futur. Ça veut dire avoir l'électrification gratuite et qui aussi, comment dirais-je, c'est une, pardon, c'est une énergie qui est protectrice de l'environnement. Il n'y a pas de dégagement de gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'oxyde de carbone. Elle est propre. C'est pour ça qu'on l'appelle l'énergie verte. Et donc, ça sera des pipelines qui vont passer par l'Algérie et qui peuvent même aller jusqu'en Europe. Parce que la problématique de l'Europe, c'est quoi? L'hiver, parce que c'est l'hiver, il fait très froid. Donc, ils ont besoin d'électrification. Et avec le problème de la Russie, le problème énergétique et tout ça, ce qui se passe avec l'Europe, on a dit pourquoi ne pas faire de l'Afrique elle-même et l'Afrique subsaharienne, y compris l'Algérie, un moyen de transfert énergétique, une énergie verte. Et c'est pour ça qu'était basée ma thèse de doctorat, comment faire, pas seulement du Mali, mais de l'Afrique en général, des centrales solaires qui vont être l'énergie du futur. Parce qu'on sait très bien que le pétrole va finir. Le pétrole, il n'est pas une énergie renouvelable. Oui. C'est une source qui a ses limites. Et on est arrivé au pic. On a dépassé les 80 millions de barils par jour à l'échelle mondiale. Alors voilà, nous sommes toujours dans le transfert d'énergie, dans le transfert de compétences. Alors on se demande justement, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de coopérer entre vous deux entités, pour pouvoir peut-être arriver à un résultat particulier? Oui, on est sur la même longueur d'onde. Elle travaille dans une institution qui fait le renforcement de capacités. Moi, j'ai une institution pédagogique qui fait le renforcement des capacités. Elle fait le e-learning. Nous aussi, nous faisons le e-learning. Donc, il peut y avoir un partenariat, coopération nord-sud, mais entre cette fois-ci deux Algériens. Voilà. Ça ne sera pas entre Européens et un Algérien. Deux Algériens qui vont faire profiter plusieurs continents, puisqu'il y a l'Europe, oui, l'Algérie au milieu, et puis nous avons l'Afrique subsaharienne. Oui. Voilà, et donc, ça sera une vraie expérience, et j'espère qu'elle sera une expérience, et j'ai la conviction que ça sera une expérience concluante et avec de très bons résultats. Et on se fera un grand plaisir donc, de vous recevoir très bientôt, pourquoi pas, très prochainement, pour parler de vos prochaines coopérations et de voir le suivi. Mais à ce moment-là, maintenant, donc, je vous propose un petit moment nostalgique. Ça remonte un petit peu à 1969, où l'Algérie a abrité le Festival panafricain. Voilà, donc c'était quand même un événement très, très particulier pour l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie a réorganisé le Festival panafricain en 2009, qui était une très grande réussite. Mais ce soir, nous avons choisi quand même un moment beaucoup plus nostalgique à travers le festival de 1969 et aussi la participation particulière du jazzman donc, américain Archie Shepp. Je vous laisse redécouvrir plutôt ces images et on se retrouve juste après. Nous sommes revenus. Nous sommes le noir américain, le afro-américain, les Américains des États-Unis, mais la première chose, nous sommes africains. Jazz is a black power. Jazz is a African power. Jazz is an African music.
Voilà, c'était donc un extrait du Festival panafricain en 1969. Alors, je n'oserais même pas vous poser la question, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose de ce festival? Je ne devrais pas. J'avais 2 ans. Moi, je n'étais pas encore né. Un an. D'accord, moi j'étais même pas projet de naissance. Voilà, alors nous arrivons au terme de notre émission, mais avant cela, je voudrais juste faire un petit tour de table, peut-être un dernier mot des projets, Madame Zouareg. Alors non, moi je voudrais juste dire que j'ai été très heureuse d'être ici avec vous. L'honneur est partagé. Voilà, en particulier, je vous dis en Algérie qui me tient très à cœur. Je suis très contente aussi d'avoir vous avoir rencontré, et puis avoir rencontré mon voisin avec qui on a pas mal échangé. Et oui, des projets, bien sûr, l'idée c'est qu'on puisse coopérer un peu plus avec les entreprises algériennes, sachant qu'on a 11 ans d'existence, nous en France, et Inch'Allah. Vous avez de beaux souvenirs ici en Algérie, de votre enfance? Non, je n'ai pas grandi ici. Vous n'avez pas de votre enfance? Vous êtes venue quand vous Oui, êtes, je suis venue. Oui, je suis venue quand j'étais adolescente. Vous avez des souvenirs particuliers? Oui, à Boussada, parce que mes parents habitent une jolie oasis dans le sud de l'Algérie. D'ailleurs, mon père y est enterré, paix à son âme. Oui, j'ai des super souvenirs, et en l'occurrence de toute la culture autour de Nasreddin Dine. Et puis c'est vrai que Boussada est un endroit paradisiaque. Et puis avec le musée d'Étienne Diné, donc l'artiste peintre qui a marqué de sa présence de cette ville, effectivement. Monsieur Houawi? Moi, je voudrais vous exprimer un peu les remerciements de la compagnie pour nous avoir pu nous donner cette opportunité de pouvoir donner notre vision sur le marché Afrique. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'Air Algérie, en tant que compagnie aérienne aussi, elle sert à développer justement les échanges, qu'ils soient culturels ou économiques. Et bon, on l'espère, on ira de l'avant d'ici l'année prochaine. Merci beaucoup. Docteur Zitouni? Je vous remercie pour cette émission. Ça me tient à cœur, réellement. Et j'insiste encore une deuxième fois sur la venue des hommes d'affaires algériens. Je leur adresse à tous sans exception une invitation fraternelle de venir et d'investir en Afrique. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est nous. C'est l'Algérie, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Tchad. En faisant une coalition commerciale dans ce domaine, nous serons réellement des pays qui seront développés et que nous pourrons laisser quelque chose pour les générations futures. Nous, on est là, mais nous travaillons dans le cadre du développement durable. Il faut laisser quelque chose de bien afin que nos enfants pourront nous bénir. L'Université de gestion et de développement durable, elle est là pour faire un pont entre l'Algérie et l'Afrique. Et son bureau de conseil et d'audit, elle est là pour aider les hommes d'affaires algériens à s'installer au Mali et en Afrique de l'Ouest. Qu'ils soient les bienvenus. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, était parmi nous ce soir, Madame Werida Bram Zouareg, pardon. Alors, vous êtes directrice commerciale du Centre national de l'innovation pédagogique à Paris. Était aussi parmi nous également Monsieur Zouhair Houawi. Vous êtes donc directeur commercial au niveau de la compagnie nationale Air Algérie. Parmi nous également était présent Dr Brahim Zitouni, qui est président de l'Université de gestion et développement durable qui se trouve à Mali. Madame, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, si vous avez envie de revoir cette émission, vous la retrouverez sur notre page Facebook Diasporama ou encore sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Ça a été un très grand plaisir de vous avoir accompagné durant cette saison. Je vous retrouverai avec très grand plaisir à partir de septembre, donc la saison prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout passez d'excellentes vacances. Et nous, on se quitte sur le clip donc vous m'excusez, je reprends mes notes. Alors le clip de Fokra Assembly et donc je vous retrouverai la saison prochaine. À très bientôt, au revoir. Nale alaka inaira ka ile la yorole sumaika ka ile la yorole sumaika ka ile la yorole sumaika ile la yorole sumaika
حفل افتتاح الألعاب الإفريقية